Bonjour, c'est Nicolas de Immobilier Compagnie. Je suis super content d'être avec vous aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis pas tout seul, je suis avec Jérôme. Oui, bonjour. Alors Jérôme, je vais te l'introduire. C'est mon prof de gestion, syndic et gestion locative. Ancien prof. Ancien prof, que j'ai toujours adoré. Et je le dis devant lui, de toute façon, il le sait. Et non seulement je l'ai adoré, mais il était très bon. Et je le dis aussi devant lui parce que c'est vrai. Et surtout, j'ai beaucoup aimé son approche parce que c'est quelqu'un qui avait une expérience professionnelle avant d'être prof. Et pour moi, ça avait fait une énorme, mais alors vraiment une énorme différence. Il avait une manière d'amener. En fait, à chaque fois qu'on faisait ses cours, il y avait à chaque fois, tu sais, ce petit rapport à la réalité qui faisait que le cours, il avait cette dimension que tous les autres cours que j'ai suivis dans ma vie, ils n'avaient pas. Et alors moi, je suis quelqu'un qui suis assez entier, donc c'est peut-être aussi mon défaut d'ailleurs. Mais du coup, j'ai adoré. Et du coup, on a toujours gardé contact. Alors après, aux aléas de la vie, mais il est là aujourd'hui. Oui, en même temps, merci beaucoup Nicolas, franchement, ça fait chaud au cœur. En même temps, comment on peut animer un cours ou une formation si on n'a pas d'expérience derrière? Voilà, je laisse la question en suspens, je ne sais pas. En tout cas, ma vision à moi, c'est effectivement d'abord expertise et puis après transmission. Donc, voilà. Après, le système de l'éducation nationale, il est quand même comme ça. Ouais, ok. Moi, je ne suis pas prof de l'éducation nationale. Et je suis d'abord formateur, je suis coach professionnel. Et donc, du coup, voilà, j'ai peut-être une vision différente. Voilà. Bon, on va parler un peu d'immobilier. On va attaquer l'émission. Je vais quand même donner un élément un peu rigolo. On fait cette émission avant le live et tu risques de voir le live avant l'émission. Ok. Jérôme ne le sait pas encore. Il va passer un bon moment avec toute la famille des investisseurs. Donc, on va pas parler d'immobilier ici, mais tu pourras écouter Jérôme sur le live si tu as envie pour l'immobilier. On va parler de gestion du temps parce que Jérôme gère le temps. Enfin, non. Donc, je vais le laisser expliquer parce que là, je suis en train de dire une bêtise déjà. Non. Jérôme est entre autres dans la gestion du temps. On va se laisser libre cours dans le podcast. J'aime bien les discussions. Mais avant, alors tu connais l'usage. Hein. Je vais te passer, tu vas sur mon site, etc. Tu me laisses des commentaires, une étoile. Pour aujourd'hui, on va passer tout ça. Mais avant, j'aimerais quand même, Jérôme, que tu nous racontes un petit peu malgré tout, parce que là, bon, les gens qui nous écoutent sont avant tout. Alors, j'ai vraiment deux types d'auditeurs qui m'écoutent. Alors, il y en a une partie qui sont totalement fans, et je ne suis pas si au courant, je fais des analyses de l'émission Qui veut être mon associé. Donc là, tu ne savais pas. Donc là, il va y avoir la saison 2 que je vais analyser. Donc je prends les entrepreneurs et j'explique tout en fait, comment ça fonctionne dans la tête d'un entrepreneur, etc. J'ai vraiment toute une base de gens qui sont fans de ce truc. Et donc là, on est dans la phase où on est en train de récupérer les émissions. Et dès que je les aurai récupérées, je vais attaquer les analyses. Et donc, il y a des entrepreneurs qui nous écoutent. Donc, ça peut t'intéresser parce que toi, tu parles aux entrepreneurs. Jérôme a un podcast, il vous expliquera, il n'y a aucun problème. Premièrement. Et deuxièmement, il y a toute la famille des investisseurs avec qui je travaille depuis des années, où on partage, etc., où on investit dans l'immobilier. Et toi, tu as un parcours immobilier et c'est normal. Là, je te laisse la parole. Raconte-nous ta life. Ok, bon, bonjour à tout le monde. Merci Nicolas pour cette invite. Moi, c'est simple, je m'appelle Jérôme Ferrero. À la base, j'étais gestionnaire locatif. J'étais en encadrement de direction d'une entreprise en gestion immobilière dans le sud de la France. Et puis une envie forte de former et de transmettre en fait. Et du coup, je suis devenu formateur. J'ai fait ma première formation en 2006. En même temps qu'être salarié, et puis ça a plutôt bien fonctionné, et du coup on m'a demandé d'autres heures, etc. Et à un moment, j'arrivais plus à concilier les deux. Il a fallu que je fasse un choix en fait. Et ce choix, ça a été quoi? Ça a été d'arrêter mon activité professionnelle, en tout cas mon activité professionnelle en cabinet, pour me consacrer à 100% à la formation, ce que j'ai fait en 2011. Et puis voilà, donc formateur professionnel du coup, donc d'abord plutôt pour l'enseignement supérieur, ensuite pour les entreprises et les cabinets. Plutôt axé gestion immobilière pour ma part, puisque c'est là où est mon expertise. Je n'ai jamais fait moi-même de formation, prodigué de formation au niveau de la transaction, puisque ce n'est pas mon expertise. Et puis voilà, donc de 2011 à 2017, globalement, je faisais en même temps de la formation professionnelle continue auprès des cabinets et en même temps de la formation pour l'enseignement supérieur. Et puis finalement en 2017 je me suis posé la question, j'avais envie d'aller plus loin et de construire autre chose, et donc je me suis consacré à 100% sur le développement de la formation pour les cabinets IMO
Donc toujours gestion locative. Voilà. En 2019, alors vraiment, ça c'était vraiment un cheminement personnel, donc on pourra parler aussi, hein. Là je fais rapide, mais oui, bien sûr. en 2019, j'ai décidé d'aller plus loin sur l'accompagnement, parce que je me suis dit, ok, on fait de la formation, mais comment on peut être encore meilleur sur la formation? On peut être encore meilleur sur la formation en comprenant mieux les aspirations, les obstacles, les freins, les croyances, et tout ce qui va permettre à la personne en face de mieux se développer. Mon ambition, c'était vraiment que la personne puisse arriver avec un projet A, en arrivant en disant, voilà, moi, mon attente, à la fin de la formation, là, j'en suis au point A, et à la fin de la formation, je vais être à B, au point B. Comment je vais faire pour le faire passer du point A au point B? Et donc, en 2019, je me suis formé au métier du coach. Voilà, donc j'ai passé ma certification en 2019. Et puis je suis depuis toujours, je pense que quand on est formateur coach, on est toujours en formation tout le temps. Et j'ai passé mon diplôme d'État l'année dernière du coup. Et donc aujourd'hui je suis coach professionnel diplômé, voilà, donc certifié et diplômé. Voilà, donc j'ai deux diplômes. Tu as voilà. 2 casquettes. Alors j'ai une question à te poser, on va revenir un peu en arrière. Est-ce que tu pourrais, là je m'adresse un peu à la famille des investisseurs, nous donner les 3, c'est peut-être beaucoup, mais les 3 erreurs les plus courantes que tu as pu voir en immobilier, en gestion immobilière, les 3 qui te viennent, mais les plus grosses erreurs que tu aurais en tête sur l'immobilier. Après j'ai d'autres questions à te poser. Hein. Wow, c'est super compliqué là. Les 3 erreurs les plus fréquentes. Je pense que la première erreur la plus fréquente que je peux voir, c'est de penser qu'on sait tout en fait. Y a beaucoup de personnes qui se disent ben moi j'ai un peu d'expérience ou j'ai entendu parler d'eux ou machin, donc je sais, et qui vont pas chercher à s'ouvrir à des nouvelles choses. Et donc c'est de rester finalement dans ce système de se dire ben je sais tout et j'ai pas besoin d'apprendre plus. Ça, je pense que c'est la première erreur, vraiment, alors que finalement l'immobilier, vous le savez, hein, puisque vous êtes tous des professionnels de l'immobilier apparemment ici. Donc c'est quand même un sujet, un domaine très variant, un domaine qui change beaucoup. Alors, et on a plusieurs dimensions. On a la dimension purement juridique, mais on a aussi la dimension purement commerciale, puis on a la dimension psychologique des personnes avec qui on va concourir. Et tout ça, ben voilà, c'est toujours important d'avancer là-dessus. Donc ça, moi, je pense, première erreur. Deuxième erreur qu'on voit le plus dans l'immobilier, ben, je ne sais pas. Je cherche un peu. Ben écoute, je ne sais pas. Qu'est-ce que tu... T'as jamais investi, toi, par exemple? Non, j'ai essayé et ça n'a pas abouti. Non, j'ai jamais. Et pourquoi? En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'avais très très envie d'investir. Donc on a trouvé, c'était très très avancé. Alors je suis propriétaire de ma résidence principale, mais c'est pas d'investissement. Ça compte pas ça. Ça compte pas. J'ai vraiment jamais investi en locatif parce que j'avais fait les démarches, on avait trouvé un immeuble à rénover, etc. Le coût des travaux était beaucoup trop important. Et j'avais pas possibilité, moi je ne suis pas du tout bricoleur. Et donc j'ai un désavantage, toi je sais que tu l'es beaucoup plus Nicolas. Mais moi, j'ai un désavantage profond par rapport à certaines personnes qui peuvent faire les travaux eux-mêmes ou une partie des travaux, c'est que moi, je ne sais pas faire. Et j'ai pas envie de penser en plus du temps là-dessus. C'est pas mon ambition. Donc du coup, le projet n'a pas pu se faire parce que les projets à chaque fois étaient beaucoup trop chers. Alors j'ai peut-être des projets qui sont trop ambitieux parce qu'à chaque fois c'est des immeubles que je veux acheter. Et du coup c'est peut-être trop ambitieux aussi. Et malheureusement ça s'est jamais fait. Voilà. Et aujourd'hui du coup, pour terminer, j'ai recréé une nouvelle entreprise il y a maintenant 2 ans. Et du coup, il va falloir que j'attende mon 3e bilan. De toute façon, hein, j'ai pas le choix. Voilà. Alors, je veux rectifier quand même. J'étais bricoleur parce que tu sais, ça se perd en fait. Hein. Ah oui. J'ai arrêté là. Non, si, je confirme. Ça se perd. J'ai pu le. Ouais. Il y a pas longtemps, on a eu un souci sur un chantier. Je suis allé donner un coup de main. C'est marrant parce que tu te rends compte que c'est en faisant les choses que tu deviens bon et en les faisant plus que tu le perds. Mais comme quoi, tout s'apprend, tout se perd. Bref, voilà. Petite parenthèse, j'ai l'impression que tu n'en as pas parlé, mais tu es aussi gestionnaire de patrimoine, il me semble, ou je dis des bêtises? Je l'ai été, exactement, ouais, tout à fait. J'ai été gestionnaire de patrimoine pendant 2 ans, c'est un métier que j'ai trop adoré. J'ai adoré le fait, en fait, ce que j'ai aimé le plus dans ce métier, c'est le conseil et l'accompagnement. Donc, comme quoi, il y a toujours ça qui revient chez moi. Mais c'est vrai. C'est finalement arriver à conseiller, à apporter quelque chose à mes clients de différent, en fait, et d'être présent pour eux et de devenir un tiers de confiance à vie.
en fait. Alors à vie, moi je l'ai fait que pendant 2 ans, même parce qu'en fait j'ai commencé à faire ça et puis j'ai très vite fondé mon institut de formation et d'accompagnement et du coup derrière il a fallu très vite que je fasse un choix. Qu'est-ce que je fais? Parce que je peux pas tout faire, quoi. Donc, et je me suis dit, pour l'instant, je vais développer l'institut, puis s'il faut, plus tard, je reviendrai sur le métier de gestionnaire. Alors, je vais être vache, mais j'ai tellement envie d'en parler avec toi. Je comprends le métier de gestionnaire de patrimoine, mais malgré tout, chez les gestionnaires de patrimoine, ce sont quand même pas des gens qui eux-mêmes ont fait fortune. Qu'est-ce que tu penses de l'adage de Wall Street qui dit que ce sont des gens riches qui confient leur argent à des gens qui n'ont pas d'argent? Alors, c'est pas le cas pour tout le monde. C'est le cas pour moi, c'est vrai. Je parle pas de toi. Mais non, mais ok, mais moi, il n'y a pas de souci. Mais c'est quand même pas le cas pour tout le monde. Moi, la majorité des conseillers en gestion de patrimoine avec qui je bossais étaient tous des personnes qui avaient investi dans l'IMO. Et ailleurs d'ailleurs, parce qu'il faut diversifier, c'est ça le message le plus important, on diversifie. Et c'était vraiment... non, c'était des personnes qui avaient vraiment réussi et investi. Donc là-dessus, et ils ne conseillaient que des choses sur lesquelles ils avaient déjà acheté. Parce que l'idée, en fait, moi j'étais dans une association de gestion de patrimoine, et vraiment, le leitmotiv, c'était on ne conseille que ce qu'on a testé nous-mêmes. Voilà. Oh, ça, c'est bien. Donc c'était vraiment important parce que voilà, on n'est pas là pour vendre des choses, on s'inscrivait en tiers de confiance à vie, comme le médecin de famille finalement. Et donc on ne peut pas vendre quelque chose sur lequel derrière il y a une déception, c'est pas possible, sinon on perd le client. Enfin voilà. Et je pense que ça, voilà, l'erreur, tiens, une autre erreur, maintenant tu vois ça arrive, une autre erreur de l'immobilier, c'est finalement de se dire on fait du one shot. Dans l'IMO, oubliez le one shot. Le one shot ne doit pas exister. Quand on travaille, on doit vraiment établir une relation de confiance avec le client. Enfin, c'est comme ça que moi j'aime travailler, parce qu'aujourd'hui mes clients, moi je les garde à vie toujours. Et on a vraiment des relations de confiance. Et vous, dans l'immobilier, on voit trop de négos qui aujourd'hui vont faire une opération et puis derrière, ils rappellent jamais le client qui a acheté, quoi. Mais jamais. Et en fait, voilà, on pourrait peut-être le rappeler une fois par an pour prendre des nouvelles, savoir comment ça va, est-ce qu'il n'y a pas de nouveaux projets, voilà, est-ce qu'il ne va pas déménager, un projet d'investissement même ou autre, enfin voilà. Donc il y a vraiment un travail, je pense, à faire là-dessus. Pour moi, c'est une deuxième erreur. On va y arriver. Avant la fin, tu les auras, tes 3 erreurs. Je suis pas inquiet. Alors, j'ai des choses à te dire rigolotes. Je pense que tu le sais pas. Mon karma, c'est de leur dire tout le temps, tant que vous ne faites qu'une seule chose, donc par exemple que de l'investissement immobilier, que de l'investissement boursier, après dans des supports que je connais beaucoup moins, dont je parle pas, mais aujourd'hui on a le choix de supports. Mais en tout cas, concentrez-vous que sur un seul investissement. Moi, c'est ce que je leur dis. Et vous restez sur cet investissement tant que vous n'avez pas atteint 10 000 euros par mois. Moi, c'est le conseil que je leur donne. Et je voudrais avoir ton opinion là-dessus. Moi, en fait, la première chose qui est importante à faire, d'abord, c'est de faire alors, entre guillemets, c'est pas un gros mot non plus, mais un audit de sa situation patrimoniale. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Donc là, il faut repasser vraiment tous ces actifs, actifs IMO, actifs financiers, trésorerie. Et puis, derrière, le moment que je préférais le plus, moi, c'était de travailler sur les objectifs de vie. Et je prenais un moment avec la personne et on allait définir, c'est quoi vos objectifs de vie? Qu'est-ce que vous avez envie de vivre dans 5 ans? Dans 10 ans? Où est-ce que vous voulez en être? Et là, on va avoir plusieurs types de personnes. On va avoir des pré-retraités qui ont envie de préparer leur retraite, des jeunes qui ont envie d'investir, d'avoir des revenus complémentaires. Bref, il peut y avoir plein de profils différents. Mais là, ce qui est intéressant, du coup, c'est que on va dresser, je ne sais plus du tout pourquoi je suis venu là, mais... je disais que moi, je leur préconise d'investir que dans un seul point, en fait. Ça y est. Et se concentrer. Et là, à partir de là... tu viens de dire que toi, il fallait... ouais, moi, tout à fait. Et du coup, ce qui va se passer, c'est qu'une fois qu'on a fait le point là-dessus, on va pouvoir préparer effectivement une étude approfondie sur savoir ce qu'ils doivent faire. Et en fait, il y a une vraie, et je crois je suis d'accord avec toi là-dessus, Nicolas, parce qu'on en a un peu discuté juste avant, donc je sais, il y a une vraie éducation financière et patrimoniale qui manque aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on n'apprend pas à gérer son argent, on n'apprend pas à gérer son patrimoine, et du coup, voilà, du coup, ça manque vraiment beaucoup. En fait, il y a un vrai travail pédagogique, et du coup, encore une fois, je m'y retrouvais bien, un vrai travail pédagogique à faire avec son client, qui est encore qu'un prospect à ce moment-là, mais sur comment il doit bâtir son patrimoine. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut prendre des personnes qui n'ont aucun patrimoine, comme des personnes qui ont déjà un gros patrimoine. Et là, on va leur expliquer et redéfinir. Ok, vous avez une épargne de précaution. Ok, combien vous seriez rassuré d'avoir de côté? Est-ce que vous allez avoir des grosses dépenses? Ah oui, je dois changer ma voiture cette année. Ok, combien vous pensez que votre voiture va vous coûter? Ça, c'est une épargne de précaution. Ça se met sur des livrets, voilà,
très peu rémunéré, hein, voilà, type livret A ou autre, mais avoir le minimum d'argent dessus. Et à côté, on va doucement construire, justement, on va doucement construire son patrimoine. Et ça se fait par palier, en fait. Et justement, je pense que l'erreur, c'est peut-être d'arriver de suite et de passer sur des produits qui sont pas de suite faits pour vous. On va le bâtir au fur et à mesure. Qu'est-ce qu'on a? On a de l'investissement IMO, on a des assurances vie, on a, tout à l'heure tu me parlais de Bitcoin, on a, etc. On va construire doucement. Et puis après, il y a des produits retraite. Pour préparer sa retraite, il y a des produits qui sont très bien aujourd'hui. Le LMNP, par exemple, est un produit typiquement retraite. Les SCPI est un produit typiquement retraite. Attention, voilà. J'interviens, vous savez que j'aime pas les SCPI. Ok, ben moi je trouve que c'est un super investissement, au contraire. C'est très bien. Je trouve que c'est un super investissement et je peux dire pourquoi, hein, c'est très simple. C'est que d'une part, en fait, ça permet d'acheter de l'immobilier avec très peu d'argent. Parce que ça coûte beaucoup moins cher d'acheter des parts de SCPI. Et puis c'est sécurisé, c'est-à-dire que en fait, vous n'avez pas le problème. En fait, c'est dilué. Quand vous achetez, vous allez placer 10 000 euros, 20 000 euros, vous allez acheter une part d'une centaine d'immeubles en fait. Et l'intérêt, c'est que même s'il y a des impayés, eh bien, ça va pas se sentir en fait au final, puisque du coup, comme ça va être dilué dans une centaine d'immeubles, ça va être très très intéressant pour vous. Puisque au final, vous allez être sécurisé sur vos gains. Vous allez avoir du gain à la fin de l'année. Voilà. Je trouve ça très très intéressant et très sécurisé comme produit. C'est pas le produit sur lequel il y a le plus de renta, on est d'accord là-dessus, ok. Mais je trouve ça très très intéressant. Et ce qui est encore plus intéressant, je trouve, sur ce type de produit, c'est que vous allez choisir vous-même dans quoi vous voulez investir votre argent. Aujourd'hui, on a des SCPI de rendement, on a des SCPI de santé, par exemple. J'adore les SCPI de santé. On a des SCPI Pinel, c'est pour le faire de la défisque, etc., etc. Et bien sûr, évidemment, et en plus de tous les produits que je vous ai parlé, il y a évidemment tout l'aspect défisque dont on n'a absolument pas abordé. Mais encore une fois, la défisque, c'est qu'encore une fois, qu'un outil qui permet de réduire la fiscalité. Tout le monde n'est pas tenu ou ne souhaite pas réduire sa fiscalité. Bon alors du coup, tu n'es quand même pas en désaccord avec moi pour la concentration sur un premier domaine d'actifs. Ah oui, complètement. C'est-à-dire qu'il faut le construire progressivement. En fait, un patrimoine, ça se construit, ça se pilote, et après ça se transmet. Hein, il y a bien ces trois étapes-là. Et donc en fait, on va vraiment construire progressivement son patrimoine, et on va effectivement, peut-être chaque année ou chaque 5 ans, se concentrer sur un produit. Là-dessus, si c'est ça, on est d'accord. La transmission est au cœur de la campagne présidentielle. Bon alors, j'ai quand même une question, parce que tu as dit des choses aussi tout à l'heure, je veux revenir dessus. Tu veux acheter un immeuble parce que tu as été gestionnaire de syndic et que tu as vu que le syndic n'était peut-être pas un élément, parce que là je me rappelle que tu le disais en cours, quand on est dans un syndic, on n'est pas vraiment propriétaire. Oui. Un truc comme ça. Est-ce que ta volonté d'investir dans un immeuble découlait justement de ta position de gestionnaire de syndic? Sans doute un peu, oui, effectivement. C'est vrai que j'ai été gestionnaire de copro pendant plusieurs années et ce qui est frappant en fait quand on achète en copropriété, c'est qu'on n'est pas vraiment propriétaire de son bien, si je le dis parce que ça t'a marqué. On est propriétaire évidemment de ses parties privatives, mais de manière assez limitée. On ne va pas choisir la couleur de ses volets, on ne va même pas choisir ce qu'on peut mettre au sol, quoi. Donc c'est pas vous qui choisissez ça. Vous allez choisir à la limite la couleur des murs, hein, et c'est à peu près tout, quoi. Même les menuiseries, vous n'allez pas les choisir. Donc c'est vrai qu'on c'est un système de propriété en France qui est assez particulier, mais il faut le savoir avant d'acheter. C'est-à-dire que les personnes qui achètent, des fois, ne sont pas assez conscientes de ça, elles ne sont pas non plus conscientes des sommes qu'on peut leur demander. C'est pas faute de créer des états, hein, comme le pré-état daté, l'état daté, de faire ce genre d'informations à l'acquéreur, mais je crois, peut-être troisième erreur, on va en trouver plein d'erreurs, vous allez voir, on va monter à 10. Peut-être qu'il manque aujourd'hui une vraie information de l'acquéreur, et cette information, elle doit être menée par qui? Elle doit être menée par le négociateur. C'est-à-dire c'est vraiment au négociateur de l'agence, hein, qui est un professionnel de l'immobilier, qui doit apporter aujourd'hui des connaissances sur la copropriété à l'acquéreur. Et là-dessus, si tu me permets Nicolas, moi ce que j'ai remarqué simplement, c'est que en fait, j'ai formé énormément de négociateurs à travers mes formations. Et à chaque fois, moi j'intervenais sur des sujets plutôt de gestion, mais à chaque fois ce que j'entendais c'est « Oh non mais la copropriété ça nous barbe, on n'a pas envie de le faire quoi ».
On n'a pas envie, ça ne nous intéresse pas. Et donc, on avait des personnes qui venaient en formation, mais qui ne les intéressait pas du tout, le domaine de la copro. Grosse erreur. Grosse erreur, parce que qu'est-ce que tu vas vendre en vrai? C'est quoi 80% des biens que tu vends en fait? Voilà. Donc, je ne réponds même pas à la question, parce que je pense que vous avez compris où je veux en venir. Mais si vous ne vous formez pas aux produits que vous vendez, c'est même pas la peine, il faut changer de métier. Donc, on se forme d'abord au produit qu'on vend, on le connaît parfaitement, on apporte du conseil au client, on construit une relation de proximité, une relation durable dans le temps. Vous avez compris que pour moi, c'était quelque chose qui était important. Et une fois qu'on a fait ça, tout est OK, quoi. Tout est OK. Voilà. Je voulais que vous l'entendiez parler de la copro parce que c'est vraiment... c'est un sujet qui peut aborder de manière générale dans l'immobilier. C'est un des termes qui revient, c'est que la copropriété, c'est un des parents pauvres de l'immobilier, avec le marchand de biens, mais on ne va pas parler de ça ici. Bon, on a fait l'immobilier, on va clôturer le chapitre sur l'immobilier, parce que quand même, le titre du podcast, c'est « Gestion du temps, la 25e heure », et on n'en a absolument pas parlé pour l'instant. Non, mais on en parlera, vous irez sur le live après pour avoir plus de renseignements sur le sujet, ça sera très bien. Mais écoute, tu sais ce qu'on va faire ? Tu as dit une chose tout à l'heure que j'ai beaucoup aimé, c'est définis-moi la gestion du temps. Et si je commençais par dire que la gestion du temps, ça n'existait pas en fait? Pour un coach en gestion du temps, c'est génial. C'est génial de commencer en disant, mais ça je le dis, moi ça fait toujours, ça heurte beaucoup et j'aime bien, mais c'est de dire que la gestion du temps ou les formations en gestion du temps ne fonctionnent pas. N'achetez jamais une formation en gestion du temps. Alors que je vends des formations en gestion du temps. Non, en fait, j'en vends pas vraiment, je vends des accompagnements en gestion du temps, en vrai. Mais la gestion du temps, c'est un sujet dont on parle beaucoup. Parce que dès le moment où on a une personne qui est occupée, très occupée, et qui ne s'en sort pas au quotidien, a des difficultés d'organisation, a des difficultés de priorisation, on va dire, moi, j'ai des problèmes de gestion du temps. Le problème de gestion du temps a bon dos, tout le temps. En fait, c'est un faux problème. Parce que le temps, c'est la seule ressource qu'on ne maîtrise jamais, qu'on ne pourra jamais maîtriser. Le temps s'écoule. Certains vont dire, de manière... si on cherche plus loin, le temps existe ou n'existe pas, etc. Ça dépend. Voilà. Mais en tout cas, nous, tel qu'on travaille, on a effectivement une horloge qui tourne, des jours qui avancent, et donc on doit programmer notre travail et notre vie autour de ça. La question, c'est pas de savoir comment je dois faire pour gérer mon temps, c'est qu'est-ce que tu dois faire dans le temps qui t'est imparti. Et quand je dis qu'est-ce que tu dois faire dans le temps imparti, ça soulève plein de questions derrière. C'est vraiment qu'est-ce que je veux faire de ma vie, quoi. Comment je vais utiliser les minutes, les heures, les jours de la manière la plus efficiente qui soit pour me donner un résultat. C'est ça la vraie question. La question, c'est pas la gestion du temps. La question, c'est vraiment ça. Et donc, alors pourquoi j'ai choisi ce sujet en fait? Pourquoi j'ai choisi ça en fait? En fait, j'ai toujours eu dans ma vie des problèmes de gestion du temps. Et toujours. Mais depuis tout petit, il me fait des grands yeux à côté, vous ne le voyez pas, mais ça l'étonne. Mais si, toujours. En fait, ce qui s'est passé, c'est que quand j'étais gamin, j'avais l'impression que tout tournait trop vite autour de moi. Voilà, tout allait trop vite. Et je me souviens que, gamin, mes parents étaient allés voir la maîtresse, pour une raison, je ne sais pas. Et puis la maîtresse avait dit, « Oh, mais Jérôme, ça va, il travaille bien, mais par contre, il travaille très lentement, quoi. Ça serait bien qu'il travaille plus vite. » Et moi, j'avais fait cette réflexion en disant, « Mais... je peux pas travailler vite et bien, c'est pas possible en fait. Des choses qui sont complètement différentes dans ma tête. » Et ça m'a poursuivi un peu tout le temps, pendant toute ma scolarité. Je terminais jamais mes devoirs, mes contrôles. Les devoirs, ils étaient faits, mais je mettais très longtemps à les faire. Mais les contrôles n'étaient jamais finis, il me manquait toujours un exercice à la fin. Ça a toujours été très compliqué pour moi, même après, quand j'ai commencé à bosser, j'étais débordé, toujours plein de choses à faire. Attends, je suis obligé d'intervenir. Là, parce qu'il voit que je fais des gros yeux, que je suis choqué. Oui. Non, mais je veux qu'il entende pourquoi. Jérôme, c'est Monsieur Tableau pour moi. C'est-à-dire que s'il y a un prof dans ma vie qui m'a donné l'amour des tableaux, c'est Jérôme. Un mec ultra organisé. Enfin, l'image qu'il est en train de décrire de lui, c'est absolument pas l'image que j'ai de toi. Oui. Ah, mais du tout. J'en reviens même pas de ce que tu es en train de dire. Mais vas-y, continue. Je veux qu'il sache. Ok. En fait, les tableaux, c'est un outil pédagogique. C'est-à-dire que moi, quand je bossais en cabinet, je n'utilisais pas de tableau. Aucun intérêt. C'est après, quand j'ai appris à former, je me suis rendu compte que c'est un outil pédagogique pour les stagiaires. Oui, d'accord, mais en fait, de l'extérieur, ce que tu es en train de décrire, c'est-à-dire que tu finissais pas, t'es pas du tout cette image. Moi, je te vois comme quelqu'un d'hyper consciencieux, tu étais toujours à l'heure, même en avance. Ce que tu es en train de décrire par rapport à ta gestion du temps,
Je l'ai jamais vu. Tant mieux, formidable. Mais quand on s'est connus, je ne sais plus quelle année c'était, il m'arrivait beaucoup de travailler le week-end. 2014-2015. Je travaillais beaucoup les week-ends parce que j'avais beaucoup d'interventions semaine et qu'il fallait un moment que le travail soit fait. Et moi, j'aime bien que les choses soient bien faites. Ça, c'est quelque chose pour moi. Voilà, il faut que les choses soient bien faites. Et les choses bien faites prennent un peu de temps. Donc du coup, ouais, il m'arrivait beaucoup de travailler le week-end. Du coup, ce qui s'est passé, c'est que j'ai suivi pas mal de formations en gestion du temps qui ne fonctionnent pas. Les formations en gestion du temps ne marchent pas. Parce qu'en fait, quel est le problème des vraies formations en gestion du temps? C'est qu'on apprend des techniques. On apprend pour ça, utiliser la Matrix Eisenhower, utiliser le Podomoro, utiliser tous ces outils qui sont super bien, quoi. Il n'y a pas de souci. Il y a un planning comme ci, comme ça. C'est trop bien. Mais c'est pas le bon moment pour les utiliser. En fait, c'est ce que j'ai compris plus tard. J'ai fait plusieurs années des formations en gestion du temps. J'ai essayé de lire un maximum de trucs sur la gestion du temps. Donc on peut parler d'outils de gestion du temps, je les connais tous. Heureusement d'ailleurs. Mais en fait, ça ne marchait pas. Jusqu'à ce que que je commence mon cursus pour devenir coach, et qu'en fait, je comprenne un truc très simple. Mais un truc que je n'avais pas conscience, c'était qu'on était tous hyper différents les uns des autres. On n'est pas du tout câblés de la même manière, c'est-à-dire qu'on ne réfléchit pas pareil. On a notre cadre de référence, nos histoires, nos expériences, notre environnement qui est complètement différent d'une personne à une autre. Donc du coup, les outils qui marchent pour une personne ne marchent pas pour une autre, ou marchent différemment pour une autre. Vous voyez, donc il faut vraiment avoir un travail d'adaptation. Quand on reprend un outil tel qu'on nous le marque dans les livres, et qu'on essaie de se l'approprier, ah mais ça va être génial, hein, la première journée ça marche bien. Et puis le lendemain, il va y avoir les urgences, il va y avoir les trucs à gérer, et puis en fait ce qui va se passer, c'est que les habitudes reviennent. Voilà. Et alors les habitudes, c'est un vrai sujet, j'ai d'ailleurs fait un épisode podcast là-dessus, et comment on ancre une nouvelle habitude. Les habitudes, c'est des trucs qui sont tellement ancrés en nous. D'ailleurs, si tu veux, tout à l'heure, j'expliquerai vite fait ce que c'est qu'une habitude et comment on la dégomme, cette habitude. C'est primordial, en fait. On a tellement une habitude, c'est-à-dire un chemin neuronal qui s'est créé dans notre cerveau. Par facilité, on va toujours retourner à l'ancienne chose. Donc, ce qu'il faut, c'est arriver à comprendre comment on fonctionne, avoir des outils, donc je pourrais parler plus loin dans ce podcast, qui vont permettre de débloquer ça. Et ensuite, une fois vraiment on comprend comment on fonctionne, on comprend ce qu'on veut vraiment, là on va utiliser des outils de gestion du temps. Mais je crois que les outils s'utilisent en dernier. On ne va pas utiliser les outils en premier. C'est hyper important ça. J'ai un truc qui va faire rire tout le monde, mais que j'ai envie de te poser depuis tout à l'heure, là que je t'écoute. Est-ce que tu penses, parce que tu sais, moi quand je travaille, des fois il y a des moments, j'ai besoin des moments de béatitude. Ça te fait rire peut-être que je te dis ça. Et je les prends en fait. Je m'en fous. Moi je me dis, bon, là j'ai besoin de m'arrêter. Moi je m'écoute beaucoup. Hein. Je ne sais pas si j'ai raison ou si j'ai tort. D'ailleurs, ils me découvrent un peu parce qu'ils ne doivent même pas savoir ça de moi. Et je voudrais savoir du coup, parce que dans ta gestion du temps, du coup tu es improductif pendant ces moments de béatitude. Mais est-ce que tu penses que c'est bien ou mal? Je pense, alors ça va étonner tout le monde, mais ces moments de béatitude, c'est le moment où tu es le plus productif. C'est bizarre, hein? Ouais, c'est bizarre. Ouais. En fait, notre cerveau fonctionne de la manière... Parce que vraiment, je suis passionné du fonctionnement du cerveau et je travaille là-dessus depuis plusieurs années. J'ai appris des choses incroyables qui m'ont permis, moi, d'évoluer de manière énorme. Et notre cerveau, il est conçu simplement sur des phases de production et des phases de décompression. Pour que vous puissiez encore plus travailler, pour que vous puissiez être encore plus productif, pour que vous puissiez donner encore plus de vous-même, il est hyper important d'avoir des phases de décompression derrière, des phases de recul, des phases, il me parlait de béatitude, des phases où vous allez rêver. C'est là où ça va se construire. Vous avez deux parties dans votre cerveau. Je rentre un peu dans le technique. Vas-y. C'est pas gênant. J'ai quelque chose à te demander après, c'est pour ça que je cherche quelque chose. Vous avez deux parties. Donc vous avez le cerveau gauche et le cerveau droit. Là, je vous apprends rien. Mais souvent, on ne sait pas à quoi ça correspond. Le cerveau gauche, c'est tout ce qui est logique, tout ce qui est analyse, tout ce qui est production, etc. C'est la gauche. À droite, ça va être l'imagination, la vision, l'artistique, la création. Mais ça va être aussi le rêve. Et en fait, ce qui est très bon pour le cerveau, c'est de faire des inversions fréquentes. On fait un travail cerveau gauche, on va aller chercher cerveau droit. Et une fois qu'on a terminé de travailler sur son cerveau droit, on va revenir cerveau gauche. Et cet aller-retour permanent, il est génial. Et c'est pour ça que oui, on peut utiliser la méthode du Pomodoro.
Parce que cette méthode du Pomodoro, elle nous explique quoi? Elle nous explique qu'en fait, on va travailler par phase de 20 minutes, voire 25 minutes pour certaines personnes. 20 minutes, c'est bien. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'au bout de 20 minutes, on va prendre, pendant 5 minutes, on va changer d'activité qui n'ont rien à voir. Je vous donne un exemple. Vous devez traiter vos mails, pas de souci. Vous allez prendre vos mails un par un, cerveau gauche. Pendant 20 minutes, vous allez être concentré sur vos mails. Mais par contre, alors là, on parlera concentration aussi, la concentration extrême. Je ne veux pas de téléphone. J'ai fait une conférence à ce sujet sur les notifications, je vous en parlerai après. J'ai envie de parler plein de trucs là. Mais je ne suis pas vraiment passionné du sujet. Les notifications, c'est l'ennemi absolu du travail en fait. Donc, j'y reviendrai. Donc, on travaille vraiment sur ces mails, on avance. En 20 minutes, je peux vous dire qu'on en fait quelques-uns quand même. Mais au bout de 20 minutes, on arrête. Et là, on change d'activité. Attention, à ce moment-là, on ne va pas les rêver, mais on va changer complètement d'activité. Notre cerveau a besoin de changer régulièrement d'activité. Si vous avez besoin de prendre l'air, de respirer, très bien. Partez rêver 5 minutes, prenez prendre l'air, surtout si vous habitez dans le sud, il fait toujours beau. Et voilà, donc changez vraiment d'activité. Et quand vous allez revenir 5 minutes plus tard, là, vous allez être bien concentré et vous allez repartir pour de nouveau 20 minutes. Au bout de 2 cycles de 20 minutes, vous avez le droit de prendre une pause de 10 minutes. Alors, il y a certaines personnes qui vont attendre 4 cycles de 20 minutes pour faire une pause de 10 minutes. C'est OK aussi, hein, pas de problème. Il n'y a pas de règle en fait. Mais l'idée, c'est vraiment de ne pas faire des séances plus prolongées que de 20 à 25 minutes de concentration extrême sur un sujet. Ça, c'est super important. Mais encore une fois, là, on parle technique avant d'avoir parlé vision. Et en amont, c'est d'abord la vision. Je te laisse parler. Non, je veux réagir à des trucs. J'ai plein de choses. En fait, tu dis des choses, alors ça m'anecdote, mais je veux suivre le fil de ce que j'avais à te dire tout à l'heure. Tout à l'heure, tu disais qu'on a tous une vision différente du temps. Je ne sais pas si tu connais cet exercice où, dans mon bouquin, en fait, j'ai pris mon livre, là, vous ne m'avez pas vu, je cherchais, je voulais lui montrer, mais je ne l'ai pas trouvé, c'est pas grave. Dans mon bouquin, en fait, il y a une photo où je montre, en fait, moi, un jour, j'ai participé à un atelier, c'était le hasard de la vie. Et la dame nous demandait, enfin, la personne qui animait l'atelier nous demandait, en fait, d'illustrer le temps. Donc on avait des papiers, on prenait des moments forts de notre vie et on devait les disposer en fonction de la chronologie au sol. Et donc je l'ai fait, le travail. Et en fait, je me rappellerai toute ma vie, il y a un truc qui m'a choqué. D'ailleurs, je l'ai mis dans mon bouquin, mais ça a été un moment important de ma vie pour ça. Quand j'ai regardé les autres, en fait, personne n'avait disposé les papiers de la même manière. Et j'ai pris conscience ce jour-là qu'on vivait tous le temps de manière différente. Il y en avait certains qui avaient fait des vagues. Moi, j'avais fait une pyramide. Il y en avait qui avaient fait une ligne, une grande ligne, avec, tu sais, chronologiquement. Et c'est marrant, oui, mais c'est marrant de voir que, du coup, on vit tout. Le temps, c'est empirique, c'est-à-dire que, comme tu disais tout à l'heure, pour nous tous, il s'écoule. Oui. Et pourtant, oui, on le vit tous de manière différente. Oui. Et ça, vous savez, il y a une. J'y ai mis une pièce. Il y a une étude. Ah ouais, non, je suis bavard. Il y a une étude qui est parue récemment qui montre qu'en fait, le temps s'écoule avec nos montres de la même manière pour tout le monde. Hein. Vous pouvez avoir la montre de Nicolas, elle va montrer la même heure que la mienne. Bon. Et pourtant, il a été prouvé qu'on ne vivait pas le temps, l'écoulement du temps de la même manière en fonction des personnes. Et ça m'a tué ça. C'est fou, hein. Ah ouais. C'est-à-dire que pour certaines personnes, le temps va être plus long que pour d'autres. C'est incroyable, mais c'est vrai. Voilà, c'est comme ça. Et de la même manière, dans nos rêves, le temps est aussi différent de la réalité. C'est-à-dire que pour certaines personnes, ça va être un temps réel. Moi, je m'intéresse beaucoup aux rêves aussi. Donc, mais je pense que vraiment, le subconscient est extrêmement important dans nos vies. Donc, et il faut analyser aussi ça. Mais pour certaines personnes, le rêve va durer le même temps que la scène va durer le même temps. Pour d'autres, ça va être complètement différent. Voilà. Et donc, dans nos vies, on a vraiment des perceptions très très différentes de ça. Ouais, donc le temps est vraiment différent selon. Ouais, d'accord. Ah, c'est fou. Ouais. Et du coup, tu dis. Alors, donc tout à l'heure, tu disais que les habitudes, on peut les truquer, tu vois. On peut arriver à influer ces habitudes. Est-ce que c'est bon d'avoir des habitudes et est-ce que il faut arriver à s'en débarrasser des mauvaises? Tu vois ce que je veux dire? Comment on aborde tout ça? En fait, est-ce qu'il y a des mauvaises habitudes déjà? Alors, je ne sais pas si on peut dire qu'il y a des mauvaises habitudes, tu vois. Maintenant, on a des habitudes, c'est sûr, et c'est vital. Le fait d'avoir des habitudes, une routine matinale, une routine du soir, on a des habitudes, c'est normal, parce que qu'est-ce que c'est qu'une habitude déjà? Il faut comprendre. Une habitude, c'est rien d'autre. Dans votre cerveau, vous avez plein de cellules, plein de neurones. Et en fait, une habitude, c'est juste le fait qu'entre les neurones, il y a deux neurones qui travaillent un peu plus ensemble. Et à qui j'en parlais? Je ne sais plus à qui j'en parlais ce week-end de ça. Et en fait, c'est comme si vous étiez en garrigue. Nous, on est à la garrigue ici. Donc. Vous étiez en garrigue. Et dans la garrigue, il y a des sentiers. Hein, voilà. Mais aussi, il y a des endroits où il n'y a pas de sentier. L'habitude, c'est simplement que vos neurones ont créé un chemin entre elles. Et on crée un sillon, en fait.
Et donc, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il est plus simple pour vous d'emprunter ce sentier. Quand on se promène en Garrigue, c'est plus simple pour vous de prendre les sentiers. Mais on a une autre possibilité aussi. On peut couper à travers broussailles. C'est tout à fait possible. C'est un peu plus fatigant. Ben, c'est exactement ce qui va se passer dans le cerveau. C'est-à-dire que quand on va créer une nouvelle habitude, on va obliger certaines neurones de travailler avec d'autres sur des voies qui ne sont pas encore tracées. J'imagine et je prends une métaphore, hein, mais voilà, c'est ce qui se passe quand même. Et donc, d'où l'inconfort qu'on peut avoir à se créer des nouvelles habitudes. Ça, c'est quelque chose qui existe vraiment. Il faudrait, alors après le nombre diffère vraiment en fonction des lectures, j'entends parler des fois plus de 7 fois, il faut faire 7 fois une chose pour que ça devienne une habitude, moi ça me semble un peu court. Il y en a qui parlent de 13 fois, moi je parle plutôt de 21 fois, voilà. 21 jours, c'est plutôt généralement le délai. Mais... Quand on parle d'habitude, moi je pense au sport, là j'ai repris depuis maintenant septembre, là ça fait quelques mois maintenant, hein, ça fait 4-5 mois on va dire, peut-être 6, je ne sais rien. Et c'est vrai que le problème de certaines habitudes que tu veux prendre, c'est qu'en fait, quand elle te demande... tu vois, tiens, parlons du sport, tu vois. Regarde, moi, ça a été très dur d'inclure le temps de sport dans mes journées. Et maintenant, c'est très dur pour moi quand j'y vais plus. Mais en réalité, si j'y vais plus, en fait, ça aura été finalement plus dur pour moi de le mettre en place que ce sera de le perdre. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. C'est un peu ça le problème, en fait. Je te traite le micro, mais essaye de faire juste le chemin. Explique-le-moi, vu de tes neurones, cette histoire. Voilà. Vas-y, essaye. C'est-à-dire, explique-moi le chemin qu'ont créé tes neurones, le sillon qu'ont créé tes neurones. Revois ta situation, pourquoi ça a été dur au départ, pourquoi aujourd'hui c'est plus difficile, vu par tes neurones. C'est-à-dire, qu'est-ce qui s'est passé, tu vois? En fait, moi, l'histoire elle est alambiquée, puisqu'au départ, je nageais 2 fois par jour. Le début de l'histoire, je nageais 2 fois par jour. Et là, ça c'est... Voilà, au départ, c'est le postulat de base. Puis... je me suis mis à beaucoup travailler, plus que de raison, parce que je voulais avoir des résultats. Bon, j'ai pas eu de résultats. Faut quand même le dire, parce que c'est vrai que c'est intéressant, remarque ce que tu me dis. Enfin, si, j'ai eu des résultats, mais pas... C'est marrant de voir que c'était pas les résultats. Ouais, pas proportionnel au travail que j'ai fourni. C'est ce que j'ai ressenti. Et du coup, ça a été très dur pour moi d'arriver à me dire, déjà, en fait, ce qui est très dur, mais ça, c'est le biais d'engagement, c'est-à-dire que j'étais engagé dans quelque chose. Donc, de me dire que tout cet engagement que j'avais fait avait pas finalement le résultat espéré. Du coup, d'arriver à se dire que j'allais moins m'engager sur ce truc-là, rajouter autre chose à côté. Du coup, le sentiment de perte aussi qui s'ajoute, parce que tu te dis, ben, je vais travailler moins, donc du coup, j'ai pas ce que je veux, mais ce que j'ai, je l'ai. Donc, tu te dis, qu'est-ce que je vais perdre? Et une fois que ça s'est mis finalement en place, maintenant, c'est marrant, c'est que je ne conçois plus que ça y soit plus, tu vois. Mais ça a été très dur de se dire, je vais imputer à ce que je fais déjà quelque chose et je vais devoir avoir le même... Et est-ce que la question qui se posait en fond, c'est ça, c'est est-ce que j'arriverai ne serait-ce qu'à produire la même chose? Alors bon, aujourd'hui, il faut être quand même franc. Je ne produis pas du tout la même chose. J'ai quand même ça implique des problématiques, mais je me suis quand même organisé. J'ai trouvé un créneau qui correspond aujourd'hui aux résultats. Et puis aussi, j'ai la chance de ne pas avoir de pression à me mettre vis-à-vis de ça. C'est-à-dire que moi, les jours où je ne peux pas aller au sport, ben, je me dis, tu ne peux pas y aller, c'est pas grave, tu iras demain. J'arrive à me dire ça. Et le lendemain, je m'oblige vraiment à y aller par contre. Tu vois, voilà. Mais ça a été compliqué. Et qu'est-ce qui a fait que pour toi, tu puisses l'inclure dans tes routines de ce sport, qu'au début tu avais du mal? Qu'est-ce que tu as mis en place pour le faire? J'ai refusé de payer la salle en abonnement. Parce que du coup, dans ma tête, c'est provisoire. Donc comme c'est provisoire... Et d'ailleurs, aujourd'hui, ça fait rire le mec parce qu'il me dit, mais c'est bon, tu viens. Et je dis, non, pas d'abonnement. J'ai ce sentiment, tu sais, que ça peut s'arrêter à tout moment. Donc il y a cette espèce d'épée de Damoclès autour de ma tête où je me dis, ça serait quand même con que tu t'arrêtes maintenant, tu vois. Et comme je sais que ça peut durer, je paye que de 2 mois en 2 mois en fait. 2 mois, ça va très vite quand c'est lié à ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire que quand tu aimes ce que tu fais, que tu es pris dans ton machin, moi 2 mois aujourd'hui, mon agenda il est plein sur 1 mois d'avance. Et la première semaine du mois, par exemple là on est en février, tu vois, tu passes la première semaine, ben déjà le deuxième mois se remplit. Donc en fait pour moi 2 mois c'est vraiment un temps très court. Et qui fait que ça me met une espèce de pression permanente qui me fait me dire, lâche pas, ça serait dommage en fait. Donc il y a cette méthode-là que j'ai mis en place. Et puis alors je vais faire rire tout le monde, j'ai honte de dire ce que je vais dire. J'ai mis en place un truc dans ma vie assez radical. Moi je suis radical. J'ai pas le droit de me laver si je vais pas à la salle. Oh ah non. T'as été à la salle là récemment? Hier. Ça va. Et aujourd'hui j'y vais aussi. Ah bah, très bien, donc toi tu vas tous les jours. L'histoire des habitudes, voilà. Lui il a trouvé un biais
contraignant finalement de se dire voilà, j'y vais parce que sinon voilà, j'ai une punition derrière. Mais ou pas d'ailleurs, je sais pas si c'est une punition pour toi ou pas, mais en tout cas, mais voilà. Et moi, je pense que ce qui est important quand on va devoir se créer de nouvelles habitudes, parce qu'au début il faut y penser et souvent on oublie, c'est le mot qui me vient comme ça, c'est pas le bon mot, mais c'est appareiller avec. C'est-à-dire le mettre joint avec une habitude déjà existante. Par exemple, vous allez vous dire, eh bien, je sais pas moi, par exemple, vous devez, je sais pas, vous voulez lire tous les jours, vous dites, ben voilà, maintenant je vais apprendre, voilà, je veux savoir comprendre l'anglais, je sais pas, je comprends pas très bien l'anglais, et je vais écouter une vidéo 5 minutes par jour d'anglais. Et vous allez le planifier, vraiment vous allez le planifier. Donc, mais pour le planifier, vous n'allez pas le mettre en plein milieu de votre journée. Vous allez le mettre en même temps qu'un truc que vous faites vraiment tous les jours. C'est par exemple déjeuner le matin. Ça, c'est le mieux. Hein. Vous brossez les dents le matin, vous brossez les dents le soir. Enfin, un truc que vous faites de toute façon tout le temps, tous les jours. Et vous allez vous dire dans votre tête, eh ben, je ne déjeune pas le matin, ou je ne me brosse pas les dents le matin, tant que je n'ai pas regardé ma vidéo de 5 minutes. Vous vous astreignez comme ça à prendre l'habitude de le faire sur un créneau donné. Ça marche trop bien. Et du coup, on arrive à se créer des vraies routines matinales comme ça. Moi, je me suis créé des vraies routines matinales. Parce que je me dis, ben voilà, je le fais avant de déjeuner le matin, je fais mes routines. Aujourd'hui, j'ai des routines très complètes matinales, hein, donc, qui durent 1 heure. Bon, c'est pas un exemple, hein, c'est pas, voilà, chacun a ses propres routines, il n'y a pas de souci. Il y a 20 minutes de sport, 20 minutes de lecture, ou de documentation, en tout cas de développement, et puis 20 minutes de méditation. Voilà. Donc, je ne tiens pas forcément les 20 minutes à chaque fois, et ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est qu'à chaque fois, je dois faire ces 3. Voilà. Et je l'ai fait. Et en fait, c'est simple. Je l'ai fait, et après, j'ai le droit de déjeuner. Et il n'y a pas de souci avec ça. Ça marche bien, c'est parfait. Mais chacun, on va tous se créer des trucs particuliers. Il y en a qui vont se dire, bah, en début d'après-midi, avant de reprendre le travail, je vais passer 5 minutes à faire ça. D'ailleurs, ne commencez jamais avec en vous disant, je vais de suite commencer pour ceux qui veulent faire du sport. Mais parce que j'en entends beaucoup, là, on est en début d'année encore. Cette année, je reprends le sport, c'est sûr. Et puis, ils se tapent de suite. L'erreur à faire, c'est de dire, bah, je commence de suite et je vais aller courir. Et ils partent courir pendant 1 heure. Alors, ils vont faire ça 3 fois, et puis après, ils arrêtent. Hein. On commence toujours petit. C'est toujours 5 minutes. Et puis ça fonctionne bien, on va faire 7 minutes, puis 10 minutes. Il rigole à côté. Qu'est-ce qui te fait rire? Parce qu'en fait, je fonctionne pas du tout comme ça. J'allais te montrer, moi, c'est marrant, tu vois, là-bas, tu le vois, là, il y a un tableau qui est rangé là-bas derrière. Ouais. Et dessus, moi, je mets mes objectifs. Ouais. Et en fait, mon leitmotiv, moi, c'est que mes objectifs, ils recommencent tant qu'ils sont pas faits, en fait. J'ai pas compris. Mes objectifs, c'est comme à ma fille. Moi, quand ma fille, elle mange pas un plat, je lui resserre le midi, je lui resserre le soir. Il est tout le temps là, le plat, jusqu'à ce qu'elle le mange, en fait. Mais moi, les objectifs, c'est pareil. Okay. Moi, mes objectifs, tant qu'ils sont pas faits, ils reviennent. Okay. Ils sont obligés d'être faits au bout d'un moment. Mais alors, du coup, moi, par contre, voilà, c'est marrant parce que moi, je suis un bourrin, c'est-à-dire que je suis quelqu'un qui, en fait, je pourrais pas faire ce que tu fais. Après, c'est marrant, c'est là où je pense qu'il faut l'adapter. Moi, quand j'ai fait du sport, j'ai tout de suite fait 2 heures, en fait. Oui, okay. Parce que le truc de me dire. Sportif à la base. Je crois pas, non. C'est qu'en fait, si j'avais pas aujourd'hui les bénéfices du sport que j'ai, d'y aller tous les jours, minimum 5 fois par semaine, et j'essaye d'y aller minimum 1 heure par semaine, enfin par entraînement, les bénéfices que j'en récolte, je les perçois tellement que je peux plus me passer des bénéfices. Là, je te le dis vraiment parce que, en fait, avant, quand je nageais beaucoup, quand on s'est connus, j'avais pas ma fille. On s'est connus en 2014-2015. J'avais pas d'enfant. Donc, je nageais, je faisais du sport, etc. encore à l'époque. Et donc, si tu veux, je ne mesurais pas ni la chance que j'avais d'ailleurs à ce sujet, il faut quand même le reconnaître, ni je ne me rendais pas compte de l'état physique dans lequel j'étais. Entre-temps, j'ai eu un enfant et après, tu sais, j'ai dû la porter, j'ai eu mal au bras parce que je faisais plus de sport. J'ai vu des choses dans ma vie qui se sont immiscées parce que j'avais arrêté le sport, qui aujourd'hui se sont retirées parce que j'ai repris le sport, que je ne peux plus me permettre de passer. Et une question pour toi, comment tu gères la procrastination, toi, au quotidien? Mal, mais je le laisse faire. Ok. Voilà, je ne sais pas si c'est la bonne réponse. Il n'y a pas de bonne réponse, c'est formidable quand on travaille sur l'humain, il n'y a pas de bonne réponse. Et il n'y en a pas de mauvaise. La procrastination aujourd'hui, c'est quand même un problème le plus fréquent que je rencontre moi. Tous mes clients, alors allez, on va dire, pas tous, allez, on va dire 99%, ont un problème de procrastination. Je dois faire un truc, mais bon, si je ne le fais pas aujourd'hui, je le ferai demain, quoi. Puis demain, de toute façon, j'ai encore une urgence qui va tomber, je ne le ferai pas. Oh, bah c'est pas grave, c'est remis à la semaine prochaine, etc. Moi, c'est le problème principal que je rencontre aujourd'hui sur la gestion du temps, c'est celui-là. Moi, j'appelle ça les bonnes et les mauvaises guerres. Pour moi, c'est une mauvaise guerre. Quand tu fais. Ben non, mais attends, laisse-moi te répondre. Oui, mais tu vas répondre. Mais regarde, je vais t'expliquer. Moi, je m'auto-demande 3 choses par jour. C'est très peu. Mais je l'ai fait, en fait. Et comme ça, au moins, il n'y a pas ce truc de sujet de dire j'ai pas fait ceci ou j'ai pas fait cela. Mais tu le fais, du coup.
Oui, mais l'idée c'est de dire, j'essaie toujours, tu vois, par exemple, c'est marrant, mais les podcasts, du coup, je vais parler des podcasts alors que je fais un podcast, c'est ironique, mais c'est comme ça. Les podcasts, j'arrive bien à les faire parce que je me suis dit un par semaine. Quand je l'ai dit au départ, tout le monde a dit c'est trop peu, mais c'est tellement régulier finalement, c'est tellement fait, tu vois, avec précision, que c'est fait au moins. Et je pense que à la base de moi, le mot procrastination, déjà, je l'aime pas. Parce que il est récent. Non, mais ça, c'est indépendant de toi. C'est pas pour. T'as raison de l'employer. Je comprends très bien son sens, mais c'est un mot récent que je n'aime pas parce que pour moi, il découle déjà au départ de ce que les gens se demandent à eux-mêmes. Les gens se demandent des choses, à mon sens, qui sont irréalisables. Donc après, du coup, découle la procrastination. Et du coup, ok. Donc là, on est complètement d'accord. D'où la vision de base. C'est-à-dire que et ça c'est le premier élément à poser, c'est le premier élément pour moi, la gestion du temps, c'est ça l'antidote. Je vous ai dit, la gestion du temps, ça n'existe pas, enfin, c'est pas que ça n'existe pas, c'est que ça ne marche pas, à la limite si on peut dire ça n'existe pas vraiment, mais c'est pas le vrai sujet en fait. Le vrai sujet, c'est la gestion des priorités. Et là, on va se rejoindre. La gestion des priorités, c'est quoi? C'est de dire, c'est quoi mes objectifs prioritaires? Et quand Nicolas nous parle des 3 trucs, des 3 intentions du jour, il est en plein dedans. C'est quoi tes intentions de la journée? Et là, on va mettre des choses en place pour vraiment y arriver. Mais pour connaître ces intentions-là, il faut que ça soit harmonieux dans un ensemble. Et ton intention du jour, il ne faut pas qu'elle soit décorrélée de ton objectif global. Donc, c'est quoi ton objectif de vie? C'est quoi ton objectif dans 5 ans? Tu vas en être où dans 5 ans, quoi? Et à partir de là, on va construire quelque chose. Voilà. Et on va le construire progressivement. C'est ce qu'on appelle la méthode des petits pas, le Kaizen. La méthode des petits pas. On ne va pas pouvoir construire tout d'un coup. Si du jour au lendemain, tu me dis, moi, demain, je veux monter une entreprise qui va faire plusieurs millions de chiffre d'affaires, ok, bien sûr, tu vas y arriver à la faire. Mais peut-être pas la première année. Donc, ok, dans 5 ans, tu vas en être là. Très bien. Dans 4 ans, elle ressemblera à quoi ton entreprise et ta vie? Ok, dans 3 ans, dans 2 ans. Et on va remonter progressivement. Ok, donc à la fin de l'année, tu en es là. Ok, c'est une première étape, c'est chouette. Ok, donc 4e trimestre, tu en es là. 3e trimestre, tu en es où? 2e trimestre, 1er trimestre, tu as compris l'idée. Mais je vais remonter après mois par mois, semaine par semaine, jour par jour. Et là, on a des actions, des toutes petites actions qui nous prennent 5 minutes par jour, mais qui au final s'inscrivent dans un cercle beaucoup plus grand et qui vont nous permettre de réaliser notre rêve. Et dans 5 ans, il n'y a rien qui fait qu'on va le vivre, en fait, naturellement. En fait, moi, si tu veux, le tableau dont je te montrais, j'écris mes trucs que je veux faire. L'année passe et j'efface ce que j'ai pas fait. Je garde écrit ce que j'ai à faire, que j'ai pas fait l'année, que j'ai pas réussi. Et après, sur le tableau, to-do list, en fait. Une espèce de to-do list, oui, mais en fait, c'est une to-do list après qui se confronte à la réalité parce que quand je vois dans ma réalité qu'il y a des choses que j'arrive pas du tout à mettre en place. L'année d'après, je suis quand même vachement mal de revoir la même chose sur le tableau avec 0 qui a avancé en face. Du coup, là, je commence à me dire, alors ok, et c'est marrant parce que je fais un petit peu, j'ai l'impression, quand tu le dis, de faire le travail à l'inverse, c'est-à-dire que quand j'ai vraiment, parce que là j'ai un sujet d'ailleurs où j'ai rien fait du tout sur le sujet, et du coup quand je reprends le sujet, je le redécoupe en tout ce qui compose le sujet en question, et je regarde ce que je peux déjà faire en fait. Là maintenant tout de suite. Et je vais même compléter, et je te laisse, je te laisse le micro, mais en la plus petite tâche possible. C'est-à-dire que par exemple, si tu dois créer un site, ta tâche, ça va pas être créer un site, tu vois. Ça va être, d'abord, qu'est-ce qu'on fait pour créer un site? C'est, d'abord, je vais choisir un nom de domaine, mais pour choisir un nom de domaine, je fais quoi? Et alors là, on en parlait tout à l'heure, c'est rigolo. Et tu vas subdécouper, tu vas regarder peut-être d'abord, première étape sur Internet. Tu m'as recommandé une extension, je peux en parler? Ah oui, si tu veux. Il m'a recommandé tout à l'heure une extension qui s'appelle Ubersuggest, voilà, qui paraît très bien. Mais c'est peut-être la première étape. Et le premier jour, ça suffit en fait. Et le deuxième jour, on va aller voir sur votre fournisseur d'accès, je ne donnerai pas de marque, pour savoir si le nom est dispo. Et on va le réserver. Et le troisième jour, ça sera encore autre chose, vous voyez. Donc on va subdécouper en plein de petites étapes. Mais l'idée, c'est que vous avanciez vraiment vers votre objectif. Et comme ça, c'est quelque chose qui vous tient à cœur, parce qu'on a dit que la première étape, c'était la vision. La deuxième étape, c'est le pourquoi profond. Qu'est-ce qui vous motive profondément dans ça? Si c'est un truc qui ne vous motive pas profondément, laissez tomber parce que ça ne marchera pas. Ce n'est pas quelque chose qui vous animera assez tous les jours. Il faut que vraiment le pourquoi soit profond. Mais bon, voilà, là-dessus, vous travaillerez là-dessus et vous verrez. Et après, derrière, effectivement, tous les jours, vous allez avancer là-dessus parce que ça devient votre sujet, quoi. C'est votre intention, c'est ce qui va vous mener à votre but, ce qui va vous permettre de vivre votre vie. Ça, je pense c'est important. Je te rends le micro. Non, mais il n'y a pas de souci. Je voulais juste te dire une chose, ça me fait rire parce que tu parles d'un site internet, tu vois, et justement, c'est un projet que je veux mettre en place pour le web. Et tu vois, quand il se représente là, en début d'année, je me dis, en l'occurrence, et c'est ça assez dur pour moi à se le dire,
si je vois que j'ai vraiment rien fait, qu'il n'y a rien qui a avancé, je me dis qu'il va falloir que je le confie à un tiers pour que ça avance. Et ça, c'est à la limite, tu vois, ça c'est. Après, on est tous différents par rapport à ça, mais c'est dur des fois d'avoir. Enfin, je pense que c'est pour beaucoup de gens très dur de reconnaître que on s'est fixé un objectif qu'on n'est pas capable d'atteindre. Que du coup, pour l'atteindre, il va falloir le prendre sous un autre angle et que cet angle signifie peut-être, voire sûrement, que tu ne fasses pas partie du projet. Ou en tout cas, pas de la même manière. Et je pense qu'après, on a cette notion. Moi, c'est ce que là, je te partage vraiment des croyances personnelles. Mais moi, sur certains sujets, j'y arrive et sur d'autres, comme tout le monde, j'ai du mal. Tu finis par te dire, bon, ben voilà, il faut que je le fasse. Et comme je veux le faire, c'est pas possible. Donc, avec qui je travaille pour que ça devienne possible. Et là, ça devient difficile. Alors, on va rester sur le truc du site, mais c'est excellent. C'est-à-dire qu'en fait, moi, il y a un truc qui m'a fait énormément avancer. En début d'année dernière, j'ai un organisme de formation, je forme les professionnels de l'immobilier, et il y a énormément d'administratifs autour de ça, parce que maintenant, en plus, on est certifié Calliope, donc ok. Et je vous illustre juste quelque chose. Avant, je faisais tout moi-même, c'est-à-dire je gérais l'administratif. Et je me suis dit, mais attends, Jérôme, au bout d'un moment, c'est quoi ta zone de génie? Dans quoi tu es fort, en fait? Est-ce que c'est dans le fait de gérer les dossiers, dans lequel je passais énormément de temps, ou être bon en salle, en fait, ou être bon dans les besoins de mes clients, ou être bon dans les coachings que je vais faire en one-to-one avec mes clients? Ben, en fait, moi, ma plus-value à moi, ce pourquoi mes clients passent par moi, c'est pas parce que je fais les dossiers administratifs bien, c'est parce que j'amène de la vraie transformation dans leur vie. C'est pour ça, en fait. Donc, toute cette partie de délégation d'administratif, je vais y arriver, je l'ai délégué. J'ai vraiment délégué ça. On revient sur le site, même histoire. Le site, c'est clairement pas mon sujet. Moi, mon frère est spécialisé là-dessus. Il a son entreprise où il monte des sites web pour les entreprises. Eh bien, il s'en occupe, quoi. Et c'est lui qui m'a monté mon site web. Et c'est lui qui me gère ma stratégie marketing. C'est son boulot. Et c'est son boulot. C'est pas le mien, en fait. Et vraiment, entourez-vous des personnes qui vont aller vous aider à avancer. Focalisez-vous sur ce que vous savez faire. C'est quoi que tu sais faire le mieux, toi? Oh, je sais plus. Oui, non mais oui, mais après, je pense que c'est difficile, indépendamment pour chacun d'entre nous, d'accepter. Il y a la théorie et après il y a la pratique. C'est compliqué de se dire j'élimine ça de ma vie. Et tu vois, pour revenir au sport, pareil pour le sport, je prends le sport dans ma vie, mais on a l'impression comme le temps, il est fini. Entre guillemets, c'est-à-dire que tu as 24 heures, d'ailleurs on va parler vite fait des bouquins sur la fin, comme tu as 24 heures dans la journée, fatalement, c'est le bon mot, tu te dis, mais si j'enlève 2 heures, elles vont me manquer ces 2 heures. Et d'ailleurs, je crois que tout l'enjeu autour de là, il est là, c'est-à-dire que pourquoi il y a des formations sur la gestion du temps, pourquoi il y a des gens qui parlent de ça, pourquoi c'est un enjeu? Parce qu'on a l'impression, quand on le vit intérieurement, que pour arriver à faire ce qu'on n'arrive pas à faire, il va falloir le faire au détriment d'autre chose. Et je pense que c'est le sentiment ce dont je te parle. Je n'ai pas dit que c'était la réalité, c'est le sentiment. Oui, et après, à partir de là, on a la sensation qu'il y a des gens qui vont nous amener la réponse à ce problème-là. Maintenant, voilà. Tu m'as dit un truc très intéressant tout à l'heure. Tu m'as dit, malgré le fait que je travaille plus, mes résultats, ils n'ont pas été proportionnels. Hein? Et donc, on est dans un temps aujourd'hui inédit dans notre histoire. Et je vais le dire de manière solennelle, mais jamais dans notre histoire, on a eu autant d'outils qui pouvaient nous aider à avancer vite. Ah oui, c'est vrai. Jamais on a eu des ordinateurs qui travaillaient aussi vite que ce qu'on a maintenant. Et pourtant, jamais on a eu plus de travail qu'aujourd'hui. C'est un truc, c'est incroyable. Alors attends, il y a quelque chose que je veux ajouter. Il faut quand même que tu saches que le travail actuellement est très mal réparti. Tu vas avoir des agents économiques. Là, je vais parler d'agents économiques qui vont être surchargés en travail et d'autres agents économiques qui n'ont rien à faire. Oui, absolument d'accord. Mais je suis complètement d'accord. Mais ça, c'est OK. Mais en fait, je pense que là, on peut vraiment se poser une question et prendre de la hauteur. On n'est pas obligé d'être toujours dans le feu par rapport au sujet. On peut prendre de la hauteur par rapport aux choses. Et de se dire, comment ça se fait qu'aujourd'hui, on n'arrive pas à remettre de l'équilibre, du sens, de la sérénité, alors qu'on a tout ce qu'il nous faut pour y arriver. On a tout aujourd'hui. Et jamais autant, dans n'importe quelle période de l'histoire, on a eu autant d'outils pour y arriver. Pourquoi aujourd'hui, dans les entreprises, on a du burn-out, du burn-out? Pourquoi les gens sont malheureux, ne trouvent pas de sens à aller travailler?
Pourquoi aujourd'hui on a des trentenaires qui disent que ils voient leur vie autrement, ils ont envie de plus de liberté, d'être moins présents en entreprise. Voilà, pourquoi ils ont envie de concevoir leur vie différente. Peut-être qu'on s'y retrouve plus dans le travail d'aujourd'hui. Et tu sais, on en parlait tout à l'heure, c'était pas prévu qu'on aborde ce sujet, mais c'est quelque chose de très important pour moi, quelque chose de fondamental pour moi, d'arriver à ce que les personnes prennent de la hauteur par rapport à ces sujets et se posent des vraies questions. Pourquoi aujourd'hui les entreprises, les plus grandes entreprises, font fuir les talents aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe en fait? Pourquoi certaines entreprises, et attention, je ne lance pas de débat, hein, Nicolas, mais pourquoi certaines entreprises aujourd'hui, comme Total, surtout que tu adores débattre avec moi, Total, LDLC et autres, vont généraliser la semaine de 4 jours? J'allais dire la semaine de 4 heures, mais ce n'est pas la semaine de 4 heures, c'est la semaine de 4 jours. Il y a quelque chose là en dessous derrière. Il y a quelque chose qui est en train de se jouer de manière profonde dans notre société. Elle est profondément en train de changer. Et elle est profondément en train de changer. Alors c'était déjà amorcé, mais c'est sûr que le Covid et les périodes de confinement qu'on a vécues, ça a été un catalyseur là-dessus. Et les gens se sont dit, mais mince, il y a peut-être autre chose que le travail. Il y a peut-être aussi, on a peut-être une vie à côté aussi à développer. Et peut-être qu'on a juste envie de travailler pour nous développer nous-mêmes, ou peut-être que ça doit nous apporter quelque chose dans nos vies. Et peut-être que c'est ça qui manque aujourd'hui. Tout à l'heure, avant l'émission, on va en parler un petit peu. On discutait justement de cette génération de trentenaires. Moi, aujourd'hui, je vais le soumettre d'ailleurs. Vous me direz si c'est un sujet pour vous qui peut être intéressant. En tout cas, moi, ce que je constate, c'est qu'il y a beaucoup de trentenaires qui sont aujourd'hui chefs d'entreprise et qui ont du mal à concilier à la fois leur vie privée et leur vie d'entreprise. Ils ont le besoin de développer leur entreprise. D'ailleurs, ils me disent dans les mots qu'ils utilisent que c'est vital pour eux, ils ont une impression de vie ou de mort si leur entreprise s'écrase. Et en même temps, ils ont l'impression de passer à côté. Ils viennent d'avoir des enfants et ils ne voient pas leurs enfants grandir. Ils ne sont pas là pour les premiers pas, ils ne sont pas là pour les premiers mots. Et ils sont profondément blessés de ça. Et aujourd'hui, moi, je vois un vrai besoin de ces entrepreneurs-là qui se disent « il faut absolument que j'arrive à vivre un peu plus ma vie, être un peu plus avec mes enfants, que je vois un peu plus mes enfants grandir, tout en arrivant à développer mon entreprise. » J'ai vraiment envie de développer une offre de ce côté-là. Vous ferez des retours à Nicolas, savoir si ça peut intéresser ou pas. Mais, savoir si je lance ou pas. Mais au-delà de cet aspect-là, il y a vraiment, je me suis complètement perdu, il y a vraiment, oui, ce changement-là dans nos sociétés, voilà, c'est ça, qu'aujourd'hui les trentenaires ont vraiment une envie profonde de prendre du recul et de vivre leur vie de manière différente. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est un retour qui peut être super intéressant quand même là-dessus. Moi, je peux aller que dans le temps. Enfin, après, je ne sais pas, comment dire. Je connais une partie des personnes qui m'écoutent pour être en contact avec eux, ceux qui suivent les formations, etc. Je suis en contact avec pas mal de mes clients. Ce que moi, je peux te dire, c'est qu'il y a un besoin d'indépendance. Voilà. C'est-à-dire que je pense qu'aujourd'hui, les personnes qui ont conscience que tu peux travailler sans être dépendant de ton travail ont plus envie de ça. Ouais, c'est mon opinion que moi, je traduirai par ce que tu es en train de dire. Voilà. Et situation dans laquelle je suis et dont je ne me cache pas et que je confirme qui est très confortable. Maintenant, après, tu sais ce que moi je t'ai dit, je pense que pour moi, ce qui n'est pas compatible par contre avec les propos de dire je veux quand même garder du temps et gérer, c'est dès l'instant où ça vire dans la consommation et dans l'extension de ce que je veux, c'est gagner de l'argent, avoir du temps. Moi, je suis d'accord avec ce que tu disais tout à l'heure et je veux quand même aussi étayer ce que tu disais tout à l'heure. Dans mon cas, je veux quand même le dire aussi publiquement. Effectivement, à un moment donné, j'ai beaucoup travaillé. Il y a certains qui le savent, je l'ai dit tout à fait ouvertement. Je considère ne pas être le meilleur sur Internet. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je vois très bien mes failles. D'ailleurs, je pense que je m'en sors beaucoup mieux avec mon agence immobilière, avec mon activité immobilière qu'avec le format en ligne. Mais de travailler beaucoup en ligne ou de travailler peu en ligne, finalement, ça ne m'a pas amené une énorme différence de résultat en fait. Et c'est là où je te rejoins. Et c'est là où c'est très dur parce que tu te dis au final, si ce n'est pas la quantité de travail qui fait le résultat du travail, du coup, ce qui est encore plus dur, c'est de se dire où se cache le résultat en fait. Et c'est là que ça devient compliqué à gérer. Et c'est encore plus compliqué quand tu n'es pas obligé de travailler. Ne nous cachons pas, ne nous voilons pas la face. Maintenant, voilà, il faut arriver dans tout ça à se trouver soi-même, à trouver son équilibre, à trouver ce qui nous convient. C'est ça le résultat. Je lisais un article, je ne sais plus du tout, je l'ai lu, mais je lisais un article super intéressant sur la réussite. C'est-à-dire qu'on a vraiment changé de définition de la réussite en fait. Avant, c'était quoi réussir? Quand on demande, alors j'allais dire à nos parents, mais même pour les plus, quand on demande finalement aux gens, c'est quoi la réussite pour toi? Alors, les gens vont dire, c'est d'avoir une belle maison, une belle voiture, d'avoir une belle situation professionnelle. Ok,
Ok, donc pour toi, ta définition, c'est ça. Mais aujourd'hui, quand tu écoutes les jeunes parler, les plus jeunes en fait, qui rentrent sur le marché du travail, pour eux, la réussite, c'est complètement autre chose. La réussite, c'est la liberté, tiens, parler. C'est d'être libre. C'est de vivre comme il faut, mais pas forcément d'avoir de l'argent en fait. C'est de vivre une vie différente, plus éloignée des préoccupations d'avant en fait. Il y a vraiment cette notion qui a changé. Et la notion de réussite même a été, je pense, quel est ton avis, je ne sais pas, tu vas me le dire, complètement redéfinie par rapport à ça. Mais mes auditeurs, bon, tu sais pas le travail que je fais dans les podcasts, mais ils vont rigoler avec la réponse que je vais te donner. À Noël, j'ai fait un podcast sur François Pinault. Et depuis que j'ai fait ce podcast, je crois plus à la réussite. Okay. Voilà, je pense pas que tu réussisses. Je pense que si à un moment donné, et tu vois, ça va faire écho à ce que je te disais tout à l'heure. Tout à l'heure, je disais à Jérôme que moi, à un moment donné, certains le savent, vers mes 35, 36 ans, là, dans ces eaux-là, je suis arrivé à un point où je me suis ramolli, puisque j'étais dans une phase où je pouvais m'arrêter. Et je pense qu'en fait, dès l'instant que tu commences à te contenter d'un point, d'une situation, et ça rejoint ce que je te disais tout à l'heure. Et tu vois, tu vas peut-être mieux comprendre ce que j'expliquais tout à l'heure. Pour moi, tu ne réussis jamais, en fait. Il n'y a pas de réussite. Si à un moment donné, tu arrives à te dire que tu as réussi, tu as échoué, en fait. Si tu arrives à un point dans ta vie où tu es capable de te dire « j'ai réussi », c'est dire que tu as échoué. Est-ce que tu peux, parce que je ne l'ai plus en tête exactement, mais j'aimerais la ressortir. Je n'ai pas une assez bonne mémoire pour ça, mais je ne sais pas si c'est possible que tu cherches en même temps sur Internet. Il y a une citation sur la réussite qui est exceptionnelle et qui vaudrait le coup d'être partagée. Tu tapes citation réussite, je ne sais plus qui c'est, Emerson peut-être, non peut-être même pas, je ne sais pas qui c'est, qui dit la réussite c'est que finalement c'est obtenir le sourire des enfants, le sourire des enfants. Déjà je pense que ça tu devrais arriver à trouver quelque chose. Avec, voilà, et du coup, voilà on cherche. Voilà, alors non, c'est beaucoup plus long en fait. C'est une citation qui est quand même très très longue. Ça serait mieux peut-être si je l'écrivais correctement. Oui, on va trouver. Voilà. En tout cas, c'est vrai qu'on a tous des notions très 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 différentes. Et ce qui peut être intéressant, c'est vous de vous poser la question de votre côté, c'est de dire c'est quoi la réussite pour moi. En fait, à quel moment je pense que je serai heureux d'avoir vécu ma vie. C'est-à-dire quand j'arriverai au terme. Qu'est-ce que... Non, c'est pas tout ça, on n'arrive pas à trouver. J'adore cette citation parce que pour moi, c'est vraiment... Bon, on la mettra, voilà, on la cherchera, on la mettra d'une autre manière, mais tape sourire des enfants en haut, dans la réussite, et sourire des enfants, et... bon, ok, c'est peut-être pas sourire, c'est peut-être le rire d'ailleurs, rire des enfants. Voilà, bref, et le respect des... je sais plus. Bon, je pense qu'on coupera cette partie. Bon, c'est pas grave. Voilà, je sais plus où on en était, la réussite, voilà. Bon, bon la réussite, la phrase, on l'a pas trouvée. Mais c'est vrai que, bon, pour faire écho à tout ce qu'on vient de se dire, on a recherché la phrase. C'est vrai que, bon voilà, moi de toute façon, c'est une question que vous devez vous poser. C'était bien Emerson. C'était bien Emerson. Bon alors vas-y, reprends la phrase. Alors, c'est rire souvent et beaucoup. En tout cas, c'est ma définition de la réussite. Après, chacun a la sienne. Moi, j'aime beaucoup cette citation parce qu'elle reproduit vraiment bien ce que je pense. Et quand je l'ai lu pour la première fois, je me suis dit, en fait, c'est ça, vraiment. Voilà, c'est ce que je pense. Rire souvent et beaucoup. On l'a beaucoup fait sur ce podcast. Gagner le respect des gens intelligents et l'affection des enfants. Savoir qu'un être a respiré plus aisément parce que vous avez vécu, c'est cela, réussir sa vie. Voilà. Citation de Ralph Waldo Emerson. Voilà, j'adore cette citation. On a eu une définition de la réussite différente de la mienne. Non mais c'est bien. Moi, j'aime beaucoup cette ouais, mais elle est très belle. Mais je reste sur mes positions. Si tu dis que tu as réussi, c'est que tu as échoué. Et ben après voilà, chacun a sa définition. D'où le cadre de référence dont on parlait dès le début. Oui, voilà. C'est vrai. Ouais. En tout cas, bon, ce que j'ai à dire, c'est que avant qu'on conclue, si jamais tu arrives à l'indépendance financière, c'est surprenant de parler de ça ici, mais je le dis, fais attention de ne pas y arriver en n'ayant rien prévu. Parce que comment dire, tu pourrais être surpris de ce qui se passe, mais je ne m'attendais pas à dire ça ici. Dernier point, donc pour finir sur la gestion du temps quand même, parce qu'on s'est complètement... Bon, cette émission elle a été très large, mais c'est très bien, c'est très bien. Pour finir sur la gestion du temps, est-ce que tu peux conseiller 3 livres, parce que ça peut être intéressant, et puis nous dire aussi où, s'ils veulent t'écouter, ils peuvent venir t'écouter.
3 livres qui m'ont vraiment beaucoup plu sur la gestion du temps. Je vais commencer par un livre d'une personne que j'aime beaucoup qui s'appelle Fabien Olicard, qui a écrit Votre temps est infini, qui a vraiment profondément changé ma vision du sujet. J'ai adoré ce livre. En plus, Fabien nous a fait un très gros cadeau parce qu'il nous l'a offert pour le premier confinement. Il était offert ce livre. Donc vraiment chouette. Voilà, très bon livre. Deuxième livre que j'ai aimé sur la gestion du temps, c'est le deuxième peut-être. Je ne sais plus dans l'ordre où je les ai lus. Dans la semaine de 4 heures de Tim Ferriss, il ne parle pas beaucoup de gestion du temps, mais il y a 2 chapitres qui sont assez intéressants sur ce sujet. Semaine de 4 heures, on est bien d'accord, ce n'est pas l'objectif. Aujourd'hui, Tim Ferriss travaille beaucoup plus que 4 heures, mais ses idées étaient justement en disruption. Il voulait montrer qu'un autre modèle était possible. J'aime beaucoup ce livre. Voilà, donc si vous ne l'avez pas lu, en tout cas, je pense que partout, il est conseillé de partout. J'ai beaucoup aimé récemment le livre de... ils sont 3 auteurs, ils ont écrit ça en un week-end, ça s'appelle La 25e heure. J'ai beaucoup aimé ce livre, c'est tout petit, ça se lit très très vite. Alors c'est vraiment purement gestion du temps. Et peut-être que Fabien Olicard a été il a parlé plus de psychologie justement. Il a expliqué que tous les outils de gestion du temps, que ce que je vous disais tout à l'heure, ne pouvaient pas fonctionner pour tout le monde et qu'il fallait donc les adapter. Lui, il a plus axé là-dessus. Et dans le livre de ces 3 auteurs, dont j'ai complètement oublié les noms, ils m'excuseront j'espère, La 25e heure, c'est un tout petit livre avec juste les outils. Donc ça peut être très intéressant, mais attention, ça peut être un outil intéressant si vous avez déjà avancé sur votre vision, vos objectifs, sur votre psychologie. Là, allez-y, puisqu'encore une fois, sinon ça vous servira malheureusement pas à grand-chose. Je ne devrais pas trop dire ça, mais voilà, encore une fois, les outils, il faut savoir, il faut que vous puissiez les adapter à votre propre situation. Voilà les 3 outils que j'aime beaucoup. Où est-ce qu'on peut te retrouver ? Alors moi, je suis présent sur à peu près tous les réseaux sociaux, donc sur Jérôme Ferrero, sur Institut Horizon aussi, qui est mon entreprise, voilà, sur lequel on a 2 grands pôles sur cette entreprise, c'est la gestion, la formation continue des professionnels de l'immobilier, et puis d'autre part, le développement professionnel des indépendants et des chefs d'entreprise, des dirigeants. Voilà, il peut me retrouver donc sur Facebook, Insta, LinkedIn. Voilà. T'as un podcast. Faut lui tirer les verres du nez. J'ai un podcast, oui. Alors, j'ai un podcast sur lequel on parle très peu gestion du temps, un petit peu, mais très peu. En fait, c'est Confluence. Et vous tapez Confluence Jérôme Ferrero et vous trouverez le podcast. Pour l'instant, je suis un bébé podcasteur puisque j'ai sorti que 13 épisodes et le 14e sort mercredi. Voilà. Ça va venir, voilà. C'est bien aussi de vous faire découvrir de nouvelles personnes. Moi, je vous l'ai déjà dit au début, je vous le répète, c'est pas pour vous remettre un coup, mais c'est quand même grâce à lui. Moi, c'est grâce à Jérôme que j'ai eu mon diplôme. C'est ton travail. Alors ça, je veux pas. Ça, j'entends beaucoup de mes anciens étudiants qui me disent ça. J'ai un lien très, 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 très étroit avec chacun de mes anciens étudiants. Et souvent, on s'écrit et tout. Et tout le monde me dit, mais c'est grâce à vous, c'est grâce à toi. Et ben non, en fait, c'est juste grâce au travail qu'ils ont fourni. Moi, j'y suis absolument pour rien. J'ai juste été à un moment, peut-être, j'ai amené un truc en plus ou en moins. Enfin, j'ai amené quelque chose, mais c'est eux qui en ont fait. Voilà, si j'amène un combustible, c'est eux qui mettent le feu. Mais je comprends sa réponse, mais tu dois entendre aussi qu'à un moment donné, tu as des gens qui t'inspirent et qui te donnent envie d'avancer. Moi, je le fais d'une autre façon avec le travail que je fournis et j'espère. Voilà, et il faut que tu l'acceptes, t'as pas le choix. C'est-à-dire que non, mais j'entends, je comprends très bien parce que quelque part, des fois, j'entends, ça m'arrive qu'on me le dise, qu'on me dit c'est grâce à toi que j'ai acheté, etc. Ça me fait toujours très plaisir et je le prends maintenant parce qu'en fait, ce que tu dois entendre et ce que j'apprends moi aussi à entendre, c'est que parfois il suffit, enfin comment dire. Moi j'ai passé je pense qu'il y a des gens qui vont se reconnaître dans ce que je vais dire, mais moi j'ai passé ma scolarité, d'ailleurs j'en parle dans mon bouquin, moi j'ai très mal vécu l'école avec des profs que je n'aimais pas en fait. Donc malheureusement, quand tu te tapes un prof que tu n'aimes pas, apprendre devient un calvaire. Et je pense qu'il y a une chose dont personne ne parle jamais par rapport à l'éducation et qui est pour ma part, pourquoi j'aime tout ce que je fais, d'ailleurs tous les contenus que je produis et tout, pourquoi j'aime tout ça? Parce que je trouve que ce que les gens ne comprennent pas, c'est qu'ils ne veulent pas payer, mais en payant, ils ont le choix. Et moi, j'aurais préféré, quand j'étais jeune, avoir le choix du prof avec lequel je voulais travailler. Parce que quand on m'impose la matière, c'est une chose. Mais quand on m'impose le prof qui m'apprend la matière en est une autre. Et me taper X heures d'un mec que je peux pas blairer, c'est quand même
bien lourd à gérer. Alors quand j'ai eu la chance qu'on m'impose un mec que non seulement je pouvais blairer, que j'appréciais, mais qui en plus me donnait envie d'apprendre. Non mais si je peux même pas lui dire. Ah, merci beaucoup, merci. Non mais tu comprends ce que je veux dire, c'est quand même c'est chaud. Et aujourd'hui, alors beaucoup de gens veulent pas payer, mais c'est ça qui me tue, c'est que payer c'est choisir, bordel. Donc putain, choisissez. Payez les gens qui veulent pas voter. Moi je te dis, ils le savent, j'aime pas. J'appelle ça les gens François, les hommes politiques, je les aime pas. Mais quand je paye, je vote. Quand j'achète un produit à quelqu'un, je l'incite à continuer. Les mecs qui m'écoutent et qui achètent mes livres, ils m'incitent à continuer. Je ne vendrai pas de livres, ne nous mentons pas, je ne serai pas là. Je ne serai pas en train de parler de ça. Donc, quand tu as le choix choisi, et quand tu ne l'as pas eu, mais que tu as eu la bonne personne, ben, je peux que te le dire en fait. Il ne me reste plus que ça. Okay. Donc ne me l'enlève pas et ne l'enlève pas à tes élèves. Je te remercie beaucoup. Je te remercie aussi pour ton invitation. Ça m'a fait plaisir de passer une matinée avec toi. Mais c'est pas fini. Et non, c'est pas fini. Alors, je sais pas ce qui m'attend après. Bon, en tout cas, like, partage, laisse des étoiles.